Le spectacle grandiose de la cordillère patagonienne. 1500 km de glace et de neige en équilibre entre l'Argentine et le Chili. Pour Marcos, guide de haute montagne, ces glaciers et les sommets qui les entourent sont bien plus qu'un simple terrain d'aventure. La Patagonie, c'est sa raison de vivre, son oxygène. En ce début d'été austral 2014, il a rendez-vous avec l'histoire, son histoire. Il y a exactement 30 ans, en compagnie de 3 copains, Marcos a escaladé l'une des montagnes les plus redoutables de Patagonie. Le mythique Fitzroy. Son sommet ne culmine qu'à 3400 mètres d'altitude, mais son ascension est l'une des plus difficiles au monde. Je suis toujours ému quand je revois le Fitzroy. Qu'il soit complètement dégagé ou bien comme ça, encerclé de nuages avec ces contrastes qui donnent une force à la nature. Quand on voit ça, on comprend bien pourquoi on l'appelle aussi Chaltén, la montagne qui fume. On dirait un volcan. C'est ce que pensaient les Indiens Tehuelche autrefois. Chaltén, la montagne qui fume. C'est aussi le nom donné au village qui s'est développé au pied de la cordillère et qui rassemble chaque été des passionnés d'alpinisme venus du monde entier. En 84, tout ça c'était juste une terre de pâturage. Il n'y avait rien. Pas un seul hôtel, ni une station-service, ni un resto. Il y avait juste un gardien du parc et un gaucho de l'autre côté de la rivière. Le 30e anniversaire de son ascension du Fitzroy, Marcos voulait le célébrer avec ses compagnons de cordée de l'époque. Il les a convaincus de se retrouver ici, à Chaltén, sur le lieu même de leur exploit. Je ne sais pas où ils sont. Par là, non. On va voir. Alberto! Peta! ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andás? Tu le reconnais, celui-là? Celui-là? Tu parles, c'est le même que toujours. C'est incroyable, incroyable. Je me suis immergé dans le formol toutes ces années. Marcos, Peta et Alberto, toujours la même envie de croquer la vie. C'est pour célébrer le retour à la démocratie dans leur pays qu'ils avaient décidé de tenter l'escalade du Fitzroy. C'était en 1984. En 30 ans, ils ne s'étaient jamais retrouvés ici, ensemble, tous les trois, au pied de la montagne qui fume. Se retrouver comme ça ici tous les trois, ça me donne une joie immense. Parce qu'on n'a pas pu le faire avant. Mais en même temps, ça me rend un peu triste, parce qu'il en manque un. Il y a une personne qui manque ici. On profite de ce moment pour se souvenir de lui, comme s'il était là. D'ailleurs, il est là. Oui, il est là. Le 4e de l'équipe, celui qui manque à l'appel, c'est Eduardo Brenner, le plus jeune de tous, disparu en 1989. Comme ses amis, Eduardo était fou de montagne et d'aventure. Il a eu un accident ici, dans la rivière. Il s'est noyé. Cette photo-là, c'est notre arrivée à l'aéroport de Buenos Aires après 4 mois d'escalade et de marche dans la région. Il y avait au moins 5 ou 6 médias sur place. Nous, on ne s'y attendait pas du tout. On venait d'accomplir la seconde ascension argentine du Fitzroy. Et en plus, on avait ouvert une voie. Cette voie est devenue une classique que d'autres ont ensuite empruntée plusieurs fois. Ouvrir une voie, un exploit presque aussi prestigieux qu'une première ascension. C'est quoi le programme cette fois? Monter jusqu'au sommet?
Écoute, je ne sais pas si... Oh, on va essayer. On va commencer par s'en approcher. On va déjà gravir les différents paliers qui mènent au glacier jusqu'à ce que l'on appelle la lagune des Trois. Et là-bas, on verra bien. Avec la montagne, ce qu'il y a de joli, c'est quand on peut raconter ce que l'on a vécu. Si tu ne reviens pas, il n'y a pas d'histoire. L'épopée du Fitzroy, c'est d'abord une histoire d'aventurier, comme celui dont cette montagne porte le nom. Robert Fitzroy, capitaine du Beagle, le navire qui mena le naturaliste Charles Darwin jusqu'en Patagonie. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1952, que le géant de granit sera vaincu par deux alpinistes français, Lionel Terré et Guido Magnone. En ouvrant la première voie jusqu'au sommet du Fitzroy, les deux hommes rentreront dans l'histoire des Andes de Patagonie. Retour au village de Chalten. Ce soir, le gardien du parc a préparé un asado dans son jardin. L'asado, c'est le barbecue argentin que l'on organise pour les grandes occasions. Tous les grimpeurs disent ça. Le Fitzroy, c'est une femme. C'est elle qui choisit à quel moment elle te laisse monter. C'est une dame. Ouais, une dame. Ces types ont été de grands séducteurs, car elle a fini par dire oui. Ah, je veux bien vous croire. Et on l'a courtisée pendant 3 mois. En 1984, l'année de leur exploit, Eduardo, le 4e de la bande, avait eu une idée de génie. Emporter avec lui une caméra Super 8. Là, c'est Eduardo. Il était excellent pour s'accrocher à de toutes petites prises. Il était très habile. Parfois, on se passait la caméra. Péta la prenait et filmait Marcos. Mais ce film, c'est principalement l'œuvre d'Eduardo. Ce jour-là, on est resté accroché à la paroi de 1h à 5h du matin, jusqu'au lever du soleil. Il faisait un de ces froids. Ce qu'il y a de génial avec cette aventure, c'est qu'on a super bien fonctionné en tant qu'équipe, tous ensemble. Chacun avait sa spécialité. C'est drôle de se dire que demain on y retourne. Enfin, on va s'en approcher. S'approcher de la paroi encore une fois. Pour réveiller le souvenir. 30 ans plus tard. 30 ans. Dans la cordillère, le temps peut changer en quelques minutes. Ce matin, la météo est bonne. Le Fitzroy est découvert. Les 3 hommes ont décidé d'y aller. Ils ne visent pas le sommet, car il manque de préparation. Mais l'envie de tutoyer à nouveau la montagne est bien là. En fait, on risque d'avoir de la pluie. Mais ces sous-bois subantarctiques restent merveilleux. C'est toujours un plaisir de marcher ici. L'itinéraire commence en longeant la rivière avant de pénétrer une forêt séculaire. Cet arbre, Charles Darwin l'a surnommé Notophagus. C'est une sorte de hêtre. Mais bon, c'est ce qu'on trouve en Argentine et ailleurs, en Amérique du Sud. Pendant les 4 mois qu'on est resté ici, On n'a pas pris une seule douche. j'avais pris l'habitude de pisser n'importe où. Au bord du chemin. De retour à Buenos Aires, fallait toujours aller dans les bars. Moi, je supportais plus ça. Je pissais n'importe où. Des Japonais? Sí, señor. Son japoneses. Oui, c'était des Japonais. Il en vient de partout, hein. Ah oui, du monde entier. Il y a des Coréens et en ce moment, on croise beaucoup de Chinois. Les 3 alpinistes ne sont pas au bout de leur surprise. La montagne de leurs 20 ans a bien changé.
Regarde comme il a reculé le glacier. T'as vu tout ce qui est tombé? C'est incroyable comme il a reculé, aussi bien en profondeur qu'en hauteur. Sur le côté, là, il y a le Guillaumet qui porte le nom d'un navigateur français, l'un des pionniers de l'aéropostale. Et d'ailleurs, l'autre sommet à côté, c'est le Mermoz. Avec le réchauffement climatique, la montagne a subi des changements. Mais les souvenirs, eux, sont restés intacts. On venait en Patagonie tous les ans, on gagnait un peu d'argent en janvier en donnant des cours d'escalade et après on descendait ici. Mais il fallait être très idéaliste pour venir dans le coin. Ici, la nature est en mouvement permanent, depuis les avalanches jusqu'au bruit du vent à travers la forêt. Il y a un truc cyclique, comme un mouvement perpétuel. Direction le camp de base de Poinsno, du nom d'un alpiniste français décédé lors de la conquête du Fitzroy. Il y a 30 ans, Poinsno était un lieu désert. Aujourd'hui, en été, c'est plus vraiment ça. Voilà, il y a du vent, hein? Ouais, c'est ça la Patagonie. Tu sais quoi, Alberto, tu vas me tenir la tente et moi je vais la monter. Ok. Dans cette partie du monde, il y a toujours du vent. Et s'il n'y a pas de vent, c'est qu'il va arriver. Croyez-moi, cet endroit, c'est la véritable Patagonie. Dans les années 80, sans instruments météo, il fallait s'armer de beaucoup de patience avant de se lancer vers les sommets. On a campé 4 mois dans le secteur. Et le climat était comme ça. Alors on mangeait, on faisait du feu, on dormait et on lisait Tolkien. Nos lectures, c'était Le Seigneur des Anneaux avec les Hobbits. On s'inspirait de ce que l'on voyait, car les Hobbits, justement, vivaient dans des endroits qui ressemblaient à cette forêt. Chocolat. Oh, il est chaud ce thé. Ce que l'on a vécu ici, c'est à ce jour la chose la plus difficile que l'on ait eu à affronter dans nos vies. À partir de là, l'existence a été beaucoup plus simple pour nous, car on n'a plus jamais eu peur d'entreprendre de grandes choses et d'avoir des projets importants. Ce soir, inutile de lire Le Seigneur des Anneaux pour trouver le sommeil. Les héros sont fatigués. Au petit matin, les Andes nous font un joli cadeau. Le soleil est de retour sur le Fitzroy. Ça change tout. Et puis soudain, de l'autre côté de la rivière, dans le sous-bois, à 2 pas du bivouac de la veille, Regardez, on dirait la cabane qu'on avait à l'époque. Mais la nôtre, je crois qu'elle était là-bas, un peu plus loin. Elle était là, je crois. C'est ici qu'on avait notre cabane. vous êtes ému? Oui, très ému. On a vécu plusieurs mois dans cette petite cabane. Et puis un jour, quelqu'un n'a pas fait gaffe et elle a brûlé. La cabane a brûlé. Oui, tout a cramé. À cause d'un couillon. 4 mois d'une vie de Robinson au milieu des bois, pour attendre la bonne fenêtre météo qui leur permettra d'atteindre le sommet. À l'époque, Marcos et ses compagnons ne disposaient que d'un altimètre pour prévoir le temps. Ils tentèrent 27 fois l'ascension du Fitzroy avant d'y parvenir. La montée jusqu'au lac supérieur, le Lago de los Tres, fait toujours souffrir les corps. Alors, comment est la montée 30 ans après? C'est un peu raide. C'est plus lent. Ouais, plus lent. C'est ce tronçon qu'on a monté 27 fois à l'époque.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 30 ans, ici, on ne croisait personne et aujourd'hui, on parle au moins 15 langues différentes autour de nous. Ouais, il y a beaucoup de monde. Étrange sensation. La région du Fitzroy est devenue une machine à dollars. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la montagne. Regarde le lac là-bas. C'est vraiment super. Il y a bien 100 km d'un bout à l'autre. C'est immense. Encore une centaine de mètres d'effort avant d'arriver au Lago de los Tres, le lac des Trois, le bien nommé. Il est déjà tard. Les derniers randonneurs ont déserté les lieux, comme pour rendre aux trois héros l'intimité qu'ils méritent avec cette montagne. Hop. Vamos. Vous vous souvenez de la fois où on nous croyait morts? Non. Le jour où il y avait une avalanche là-bas. On avait traversé l'avalanche et l'expédition espagnole ne connaissait pas ce tracé. Ils croyaient qu'on avait été emportés par l'avalanche. Ils ont poussé un cri quand ils sont entrés dans la grotte là-haut. Vous êtes vivants! Ils nous croyaient morts. Tu te souviens? Si je me trompe pas, on passait par là à droite au début? Oui, mais après, on passait par la gauche jusqu'au glacier. Après, on traversait de l'autre côté. Certains souvenirs se sont estompés. Les trois amis ont du mal à retrouver la voie la plus directe vers le Passo Superior, dernière étape avant d'arriver au pied de la paroi. Ils savent depuis longtemps qu'ils ne renouvelleront pas leur exploit, mais l'envie de se rapprocher encore du sommet est trop forte. On ne peut pas passer ici. Il faudrait trouver un endroit plus facile là-bas. On a pris du retard. Il vaut mieux faire le tour par le névé au pied du Madsen. Il est 5 heures de l'après-midi. Les vétérans du Fitzroy vont fouler leur première neige. Je me souviens d'un endroit où Eduardo était passé sur un névé et Peta derrière s'était enfoncé jusqu'au cou avec son sac à dos. Ce salaud, il passait grâce à un carton qu'il posait par terre. Ouais, mais Eduardo, c'était Jésus-Christ. Oui, il marchait sur l'eau. Il était incroyable. Bueno, pasa acá por la derecha. Sí. Con un poco de cuidado. Más despacio. Voy más despacio, sí. Que c'est beau. Il doit y avoir du vent là-haut. Ils n'iront pas plus loin, mais l'émotion est là. C'est un bonheur, ça. Être ici, avec Peta et Marcos. C'est unique. Et avec le Fitz, il me manque Eduardo. C'était le 10 mars 1984. Après un jour et une nuit accrochés à la paroi, les 4 gamins de Buenos Aires parviennent enfin à vaincre le Fitzroy. Ce jour-là, la montagne nous a fait un clin d'œil et nous a dit « Ça va, vous pouvez monter, vous le méritez ». On savait que si le temps empirait, il faudrait redescendre. Mais quand le soleil est apparu à l'est, le doute s'est vraiment dissipé.
Quand Péta arrive au sommet, il fait les derniers mètres et atteint enfin le but. Il pousse un cri, je crois, oui, un cri. On est sur le fil. Oui, on est sur le fil. Ça voulait dire qu'on avait vaincu la paroi elle-même. Au moment où j'ai poussé ce cri, il m'est resté en travers de la gorge. J'étais tellement ému. Après, on est resté là. Je ne sais pas combien de temps. 10 minutes 15 minutes. C'était comme un rêve. On l'avait tellement désiré, cette ascension, que le fait d'arriver au sommet, c'était incroyable. Souvenir indélébile d'un moment qu'on ne vit qu'une fois. C'était hier, c'était il y a 30 ans. Après des mois d'efforts et 27 tentatives, Alberto, Eduardo, Marcos et Péta sont entrés à jamais dans la grande histoire des Andes de Patagonie.